Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Parole d'Honneur. Nous sommes actuellement en direct sur Twitch. Ça, c'est la version originale. Et également sur YouTube depuis cette saison. Donc, vous pouvez nous suivre sur les deux canaux, les deux plateformes. Donc, vous venez d'assister pour beaucoup d'entre vous à l'émission sur les États-Unis avec Mariam et le plateau qu'elle avait réuni. Donc, je crois que ça s'est plutôt très bien passé. Ça sera en replay pour ceux qui n'étaient pas là. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'on a inversé la perm et l'émission. Là, c'est toujours pour ceux qui connaissent, qui ont l'habitude. Donc, la perm, c'est plus une revue d'actualité que nous faisons en première partie. Et l'émission, si on peut dire, spéciale, quoi, ou en tout cas sur un sujet, sur un thème qui est plutôt en deuxième partie. Donc, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous avons inversé. Et donc, c'est maintenant la perm qui débute. Je sais pas quelle heure il est, mais 20h30 précise, voilà. Et donc, j'ai l'immense honneur, on va commencer par le monsieur sur ma droite, hein, mais l'immense honneur d'accueillir Abdelwahab pour la première fois chez nous. On se voit beaucoup dans les manifs, les événements, notamment donc un événement qui a eu lieu récemment, le 6 octobre. Et on est très heureux de te voir avec nous. Merci, je suis ravi d'être une énième fois parmi vous. Voilà. Et devant le petit écran. Voilà. Ensuite, il était dans l'émission précédente et on l'a gardé parce que on en voulait. On voulait du rab. On voulait du rab. Et donc, Omar Bendera, tu feras la perm avec nous. En plus, on va parler d'Algérie, du Maghreb, tout ça. Donc, je pense que tu étais tout à fait, j'allais dire, légitime à poursuivre. Merci. Voilà. Et bien sûr, the last but not the least. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Youssef. Samir, très heureux donc d'être avec Abdelwahab. On se connaît depuis longtemps, Abdelwahab, c'est pas un petit nouveau. On se connaît depuis très longtemps même. Voilà, on a de la bouteille ensemble. Et bien sûr, notre cher Omar également, bien sûr. Mais pour revenir un petit instant sur Abdelwahab, après vous me dites si on peut un petit peu présenter un peu plus de manière un peu plus approfondie, mais je crois que tu as été vraiment à l'origine avec un certain groupe du Parti des Indigènes de la République. On peut le dire. Bah oui, on peut le dire. Moi, on m'a parlé d'un groupe de 4 personnes dans un café. Donc, je sais pas. Je pose les questions. Hein. Moi, je suis là pour poser des questions. Ouais. Non, Abdelwahab est arrivé, mais très tôt. Il n'était pas dans les 4. Mais il est arrivé très tôt. C'était vraiment un des premiers à être d'abord à l'appel des indigènes, ensuite le mouvement des indigènes, ensuite le parti des indigènes. Bon, alors en tout cas, compagnon de longue date. Voilà. Du décolonialisme à la française. Du décolonialisme à la française, oui. Pardon. Écoute, voilà, c'est une présentation un peu plus longue que d'habitude, mais voilà, on était heureux de la faire et moi je suis heureux. En fait, on disait que là, c'est la version un peu EHPAD de PDH. Parce que, non, mais c'est vrai qu'on nous reproche souvent, voilà, comment on nous reproche souvent, qu'il y ait des gens un petit peu âgés, tu vois. Donc là, du coup, on s'est réapproprié le stigmate. Et ça sera de pire en pire. Voilà, je suis en contact avec des jeunes épadistes. Je suis en contact avec des anciens membres du FLN qui vont reprendre du service. Donc voilà. Bah oui, pour le 1er novembre. Hein. Pour le 1er novembre. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va avoir trois thématiques. On va reparler d'Abdourahmane Ridouane. On en a parlé il y a pas longtemps. On en parlera, mais pour aussi parler de la criminalisation du soutien à la Palestine, d'accord ? On parlera ensuite de la visite présidentielle de Macron au Maroc, donc qui a suscité pas mal d'émotions et de polémiques également. Et on finira en parlant du 1er novembre 1954, donc c'était le 70e anniversaire de l'insurrection du 1er novembre. On peut dire du déclenchement de la guerre d'Algérie, on peut le dire comme ça ? De la révolution algérienne. De la révolution algérienne, voilà, on rentrera plus en détail. Abdourahmane Ridouane. Vous connaissez Abdourahmane Ridouane ? Avec l'accent, ça te donne Abdourahmane Ridouane. Oh, tu le dis bien. Ouais. C'est un Nigérien. Bien.
Il est président de la mosquée de Pessac en Gironde. Donc ce n'est pas un imam, parce qu'on l'a présenté comme étant un imam, mais il est président de l'association qui gère la mosquée. D'accord ? Actuellement, il est en centre de rétention administrative dans le 77. Pourquoi ? Le 8 août, il a fait l'objet d'une visite domiciliaire, comme on dit, une perquise, quoi. Et il a été mis en rétention. Donc, depuis le 8 août, pendant une durée de 90 jours. Et en fait, il s'agissait de son titre de séjour, que, on va dire, pour faire simple, l'État ne souhaite pas renouveler. Et donc, on a commencé à lui chercher des poux au niveau administratif. Mais comme ça ne suffit pas, et qu'on veut vraiment pouvoir l'éloigner du territoire, alors que ce monsieur est là depuis plus de 30 ans en France, a fait ses études, n'a commis aucun délit, a créé une association donc, qui gère la mosquée, a mené d'innombrables projets sociaux, est un éducateur, enfin, vraiment, je ne tarirai pas d'éloges sur lui, mais il a un gros défaut, un énorme défaut. C'est qu'il soutient la cause palestinienne. Et ça, c'est grave. Tu soutiens la cause palestinienne, toi ? Oui, mais oui. C'est grave. Mais voilà, je suis Et toi, désolé, tu soutiens la cause palestinienne ? Oui. C'est grave. Et vous, monsieur ? C'est pas de ma faute. Vous soutenez la cause palestinienne ? Ça dépend. J'essaie de voir d'abord si ça rapporte. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Des hassanettes. Alors des hasanettes pour commencer, et puis ensuite des actions aussi de certaines entreprises comme Elbit, je sais que tu soutiens l'entreprise d'armement israélienne. Et c'est grave. En tout cas, en France, ça devient grave. C'est déjà grave, pardon. Et ça va devenir peut-être de plus en plus grave. D'accord ? Parce que, bon, on a déjà parlé tout à l'heure d'Abdourahmane Ridouane, de sa situation, etc., qu'il va sortir de rétention, qu'il va être en comment on dit ? En liberté surveillée. Ouais, voilà, sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire, déplacé sous contrôle judiciaire, et que le délibéré, enfin, il sera jugé, on va dire, le 13 janvier. D'accord ? Mais au-delà de son cas, qui bien sûr nous préoccupe, et on lui souhaite le meilleur, et j'espère très vite lui parler, c'est cette notion, justement, de criminalisation. Et je pense que vous le savez tous, et notamment Youssef, mais je pense vous aussi, messieurs, il y a une loi qui est en préparation, si on peut dire, sous la houlette de Madame Caroline Yadan, qui n'est personne d'autre que la remplaçante de notre meilleur Habib. Notre meilleur Habib. Voilà. Et donc, cette loi, vraiment, par le menu, elle vise à empêcher toute critique, toute critique de l'État d'Israël, de sa politique, des massacres en cours, etc. Et donc, quel est votre sentiment et quelle est votre analyse aussi de cette situation ? Et va-t-on encore pouvoir, dans les mois prochains, continuer, comme nous le faisons, à parler de la Palestine, à manifester pour la Palestine, etc., à soutenir tout simplement la résistance du peuple palestinien. Le but en blanc comme ça me renvoie à McCarthy. Chacun d'entre nous sait qui a été McCarthy et la lutte anticommuniste. C'est-à-dire que aux États-Unis à l'époque, donc on était à peine soupçonné de quelques sympathies avec le communisme, enfin sans aller jusque là, on va dire peut-être avec la Russie. Que on était exclus, on était déjà hors jeu, on payait le prix fort. Je veux dire, ça veut dire clairement qu'avec ce type de texte, moi je ne crois pas moi je ne peux pas penser qu'un jour on puisse valider une loi ou un quelconque règlement de cette nature. Ça n'est pas possible. Même si j'ai été très surpris de voir qu'un des premiers parmi les 100 premiers signataires, on comptait le nom de monsieur François Hollande. C'est l'ancien président. Hollande, Jérôme Gage. Dans quelle pétition ? La proposition, bien sûr, la proposition de Caroline Yadan a été soutenue par plusieurs dizaines de personnes, de députés. Carl Olive, Aurore Berger, Jérôme Gage. Il a osé faire ça. Ouais. Et Hollande, bien sûr. Ajouter l'infamie,
a déjà un bilan présidentiel plus que lamentable. Il a osé faire cela. Bah oui, remarquez avec le monsieur Valls, avec son fidèle Valls, on se souvient de toutes les infamies. C'est du le Parti socialiste. Pourquoi tu parles de Valls en particulier? Le Parti socialiste est un parti intrinsèquement sioniste. Oui, non, mais c'est un parti anti-arabe, anti-musulman, et c'est un parti colonial. Bien sûr, mais depuis Léon Blum, qui est-ce qui a dissous l'étoile nord-africaine, bien sûr. C'est donc dans la génétique du Parti socialiste français, il y a la détestation chronique des arabo-musulmans et le soutien, à mon avis, un soutien pervers et vicelard. C'est le parti colonial par excellence, bien évidemment. À Israël, qui est plus vu comme l'ennemi des Arabes que comme l'ami de la France. Oui, mais c'est tout à fait particulier. C'est aussi on met le doigt dans l'engrenage. Aujourd'hui, c'est supposément l'antisionisme, mais on peut tout imaginer demain. On peut tout imaginer. On peut imaginer que, profitant d'un avantage électoral quelconque, d'une majorité quelconque, monsieur n'importe qui s'invente un texte qui va pouvoir interdire, je ne sais pas moi, tel type de pratique, de pensée, de collaboration. De ce point de vue, la Palestine fait office de laboratoire. De ce point de vue, la Palestine fait office de laboratoire, l'éternel prof par la Palestine. Alors, moi, je suis pas du tout étonné mais ce qui m'étonne, c'est pas sa pensée, c'est qu'en tant qu'ex-président de la République, généralement, il y avait un peu plus de décence, simplement. Il se comporte comme un militant de la LDJ, là. C'est vraiment... Il a le visage de l'indécence. Oui. C'est vrai. Ce qui se dit, c'est qu'en fait, il veut, en 2027, apparaître comme un recours. Je vous jure que c'est vrai. Là, c'est pas une blague ce que je dis. Il veut apparaître comme un recours, et donc il veut en même temps incarner une sorte de gauche sociale, auquel il y a seul lui et les gens du PS continuent à croire, et en même temps en donnant des gages au centre gauche et même à la Macronie, on va dire, qui est en train de mourir, j'allais dire lentement mais sûrement, d'agoniser lentement mais sûrement, et donc là d'apparaître comme une alternative possible d'une sorte de composition entre une gauche très très molle, un centre gauche. Sachant que c'est lui qui nous, et c'est à cause de lui que en gros, c'est lui qui nous a refilé Macron. N'oublions pas cela. Totalement. Donc, c'est le jeu des chaises musicales entre eux, quoi. Une fois que Macron n'est plus là, il revient. Non, mais c'est absolument hallucinant. C'est la continuation, sous une autre forme. Ah, mais c'est la malédiction PS. La malédiction PS, tu l'as dit, Omar, qui a vraiment été au centre de toutes les catastrophes politiques de ce pays, depuis même avant Guy Mollet, depuis Léon Blum, effectivement, avant la Seconde Guerre mondiale, enfin, la SFIO, et c'est incroyable. Il y a une sorte de malédiction. N'oublions pas, on va parler du 1er novembre. Les gens le savent pas, mais c'est le Parti socialiste le 1er novembre, l'insurrection. C'est Guy Mollet à l'époque. Guy Mollet, Mitterrand, ministre de l'information et porte-parole de la justice et porte-parole du gouvernement et ministre de la justice. C'est vrai qu'il a quand même été président par la suite. Et que beaucoup de personnes issues de l'immigration ont voté Mitterrand. Génération Mitterrand, tonton, on l'appelait à l'époque, tu vois. Pas moi, en tout cas, ça c'est clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens ignoraient totalement l'histoire, j'allais dire, l'histoire de l'Algérie et le rôle que Mitterrand avait pu jouer. Thomas Deltombe vient de publier un livre sur Mitterrand l'Africain qui démontre avec preuve à l'appui, il a fait un travail de compilation et d'analyse d'archives absolument remarquable, et il démontre ce que fut Mitterrand. Il a commencé dans le colonialisme et il a fini par un génocide au Rwanda. Donc on peut dire qu'il a eu une certaine cohérence dans son ignominie, quoi. Et en plus, ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'est le Parti socialiste qui a décomplexé la droite. Et ça, c'est important de le dire. C'est que, traditionnellement, le Parti socialiste, qui est le parti colonial par essence, depuis, on va pas faire ça, mais depuis la Seconde Internationale, eh bien, comment avant même, on voit bien que c'est cette filiation qui est entre la Deuxième Internationale et puis le Parti Socialiste aujourd'hui. Et c'est le parti colonial. D'ailleurs, c'était l'essence même. En Algérie, la SFIO était le premier parti parmi les colons.
la SFIO. Hein. C'était le premier parti parmi les colons en Algérie, en Algérie coloniale. Ça dit quand même des choses. Et qu'il s'est tout le temps opposé à l'indépendance, peut-être encore plus que les autres. Et au moment de la révolution algérienne, si vous prenez des... J'étais tombé par hasard sur des textes de congrès de la SFIO pendant la guerre d'Algérie, des congrès qui sont tenus entre autres à Clichy. J'étais tombé là-dessus dans des archives, et c'était absolument hallucinant la façon dont il qualifiait les militants du FLN. Il les présentait comme étant des voyous, etc. Non, mais c'est quand même un parti de gauche, qui se disait de gauche. Il les présentait comme étant des voyous, etc. Et n'oublions pas que au moment du 17 octobre 61, hein, il y a une responsabilité. Le Parti socialiste... Du 17 octobre 61, ouais. Eh bien, à ce moment-là, comment le Parti socialiste, il faut reconnaître quand même une grande maîtrise aux médias français pour occulter l'histoire, pour la transformer, pour manipuler l'opinion. Moi, à chaque fois que je vois Mitterrand ou que je vois le visage épouvantable de Hollande, il incarne, il a la physionomie du traître de comédie italienne. C'est vrai, hein. Et donc, il n'a pas besoin de forcer. Hein. Alors, il reste naturel. À chaque fois que je vois ces gens-là, je me dis, bon, change pas, François. Qu'est-ce qu'ils sont forts pour pouvoir avoir présenté ces gens-là comme des modèles de progrès social, comme des modèles de justice, de modèles d'ouverture démocratique. Il faut reconnaître que les télévisions et les médias français sont excellents en matière de bourrage de crâne, en matière de distorsion des faits et de manipulation de la réalité. Et c'est la même continuité manipulatrice que tu vois avec cette pauvre malheureuse qui se met toute nue à Téhéran, et ce mensonge monumental, structurel, qui voudrait présenter Mitterrand et ses collègues comme des militants de l'humanisme, de la démocratie et de la paix. C'est incroyable quand tu lis un journal comme Le Monde. Omar, tu dis ça, je veux dire, il faut aussi nous qui avons connu, je pense, avoir le droit de parler de nous qui avons connu cette période-là. Je vais citer 2 exemples. C'est cette histoire d'alternance et l'histoire du choix. En 81, quand tu te retrouves à voter, quand tu sors d'une mandature de 7 ans de Valéry Giscard d'Estaing, et tu vois les luttes, la lutte des sidérurgistes de Lorraine, des mineurs, le début du démantèlement de l'appareil industriel. Tu sens ces libéraux, parce que c'était pas des gaullistes autour de l'UDF à l'époque, ces libéraux dont on était jeunes, mais on soupçonnait déjà, on commençait à sentir tout ce qui allait advenir. On avait en face un programme commun de gouvernement avec un parti socialiste, un parti communiste, des radicaux de gauche, les 110 propositions, l'abolition de la peine de mort, la semaine de 39 heures, la 5e semaine de congés payés, qui n'a jamais été appliqué, etc. Tu ne peux que t'inscrire là-dedans. Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait une situation politique qui incarnait ce programme commun qui était arrivé au 2e tour et dont on souhaitait tous la victoire et qui a gagné. Et à l'époque, c'était miraculeux pour nous. C'était François Mitterrand. Alors après, tu te retrouves 30 ans plus tard. Tu sors d'une mandature de 5 ans, d'une espèce d'agité du bocal qui s'appelle Sarkozy, avec tout ce qu'il nous a fait voir pendant 5 ans. Moi, j'ai été militant syndical à l'hôpital public. Pour nous, c'était déjà la catastrophe. Alors maintenant, c'est pas là. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est la Nakba, et même plus. C'est plus que. C'était déjà catastrophique. Donc, quel choix avait-on, nous, en 2012? On n'avait qu'un seul choix, c'était balayer le candidat Sarkozy. Ça n'était pas possible autrement. Et donc, c'est pour ça que c'est pas le sujet du jour, mais ça s'imposera un jour. C'est comme l'histoire du front républicain au second tour. Tu te retrouves à voter François Hollande pour empêcher prétendument du RN à passer. Et une première ministre qui a gouverné à coup de 49-3,
et qui a porté un projet de loi sur lequel tous les Français étaient opposés, sur la réforme des retraites, tu te retrouves à la soutenir, à voter pour elle, pour pas que le RN passe. Donc, ça veut dire que nous, à un moment donné, il faudra qu'on se pose la question, quelle est la bonne attitude? Quel type de comportement? Est-ce qu'on va traîner ça tout le temps? Alors là, comment on fait? Comment on fait? Ce que l'on voit à travers ta description extrêmement juste, c'est que les dés sont pipés. C'est que c'est un système qui est une impasse. C'est un système de non-choix. C'est la grande intelligence du système capitaliste dit démocratique, c'est de te présenter, voilà, de te présenter l'illusion du choix, de te présenter une espèce de choix en trompe-l'œil. Vanille fraise ou voilà. fraise vanille? Pardon? Vanille fraise ou fraise vanille? Voilà. Et c'est leur supériorité discursive sur le soi-disant totalitarisme du communisme, du stalinisme, etc. C'est uniquement une affaire de forme diaboliquement maîtrisée. Cette propagande omniprésente et ce chantage c'est nous ou la catastrophe, c'est une gestion froide de la société. Mais à force de dire c'est nous ou la catastrophe, eh bien au bout de 3 fois nous, ça risque d'être la catastrophe. Et puis là, moi j'ai vraiment la sensation, et je fais appel à votre expérience, mais j'ai vraiment l'impression qu'on arrive au bout, quoi. Au bout du bout. C'est-à-dire que là, avec la constitution notamment du gouvernement Barnier, tu vois, où tu sens qu'il y a eu vraiment quand même des difficultés pour faire un montage qui puisse, on va dire, faire perdurer cette mascarade. On arrive vraiment, ça y est, ils ont essoré tous les recours, quoi. Je crois qu'il y a les élections américaines, et tout à l'heure, on discutait de cela, puis on pointait du doigt l'impasse du système américain, mais la France, c'est pas mieux. On a un gouvernement d'opérette, un gouvernement qui est totalement illégitime. Je sais pas si les gens se rendent compte qu'on a un gouvernement où personne n'est légitime dans ce gouvernement. Et puis on nous impose, et puis les gens en discutent comme si c'était normal. Ça y est, c'était un gouvernement qui était normal, démocratique. Mais c'est absolument incroyable cette farce. Ce gouvernement, bien sûr, c'est un gouvernement putschiste. C'est un gouvernement putschiste. C'est hallucinant les gens, voilà, les gens se sont installés dans cette pseudo-normalité qui est un déni total. Alors, on va pas, évidemment, on sait ce que c'est que l'impérialisme et autres, mais là, je crois que jamais il avait atteint ce niveau d'illusion et de cynisme total. Et on a un gouvernement, donc Barnier, etc. Non, mais qui vous êtes? Mais d'où vous venez? Qui vous a élu? Non, mais c'est extraordinaire comme truc. Et Macron qui est là, qui prend des décisions, qui va au Maroc, on va en dire un mot, qui dit ci, qui dit ça, Christine K qui dit, moi, je suis sûr qu'on peut vivre encore pire. Oui, mais tu as raison. Mais moi, pour ça que j'incrimine beaucoup la gauche, la gauche socialiste particulièrement, et communiste, parce que qui a complètement failli, qui s'est complètement social-démocratisé, qui s'est PSisé. Ouais. Le Parti communiste s'est complètement PSisé. Alors, le problème, mais c'est intéressant, c'est que d'où part le problème? Le nœud 81. Effectivement, des gens y croient. Mais, dès l'instant où Mitterrand qui n'est pas uniquement Mitterrand qui a collaboré, Mitterrand, vous savez, il aurait fait partie du complot de la cagoule avant la Seconde Guerre mondiale, un complot d'extrême droite. Hein. Bon, mais Mitterrand, sur ses positions résistantes, il y a énormément, évidemment, d'interrogations. Il a été décoré de l'ordre de la Francisque, Mitterrand. Son nom, il arrive après le général Massu, d'ailleurs, qui s'est décoré de l'ordre de la Francisque sous Pétain. On a affaire à de drôles de zozos. Et puis, rappelez-vous les amitiés d'extrême droite de Mitterrand, hein. Bousquet, bien évidemment. Papon. Bien sûr. Papon a quand même été. Papon. Oui, mais c'est Bousquet. Mais Papon a été quand même pas mal couvert, parce que regardez le temps qu'il a fallu pour que Papon, etc. Bon, Mitterrand le sait très bien, parce que le 17 octobre 61, Mitterrand, au lendemain de la manifestation, en tant que leader de la gauche, n'a absolument pas bronché du tout, n'a pas du tout appelé à une manifestation, à une protestation, hein, avec 400 morts dans les rues de Paris, algériens jetés à la Seine. On n'a pas jugé bon de protester. Si Mitterrand fait une protestation à l'Assemblée, mais pour incriminer le gouvernement en disant que le gouvernement n'a pas su maintenir l'ordre. Parce que c'est ça, en fait, hein. Il reproche au gouvernement de ne pas avoir de ne pas avoir été professionnel, hein, et de ne pas avoir assumé l'ordre. Enfin, maintenu l'ordre. Mais
aucune parole de de regret par rapport à tous ces morts ou de compassion. Voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est cette gauche française qui est complètement à refaire. Voilà, on efface tout comme au tableau et à refaire. Alors ça fera l'objet de futurs débats. Mais je crois que actuellement, on est arrivé au bout. Et on l'espère avec entre autres la FI, bien évidemment, hein, mais que la FI va être un élément constitutif de cette reconstruction. Vous avez vu, mais que un élu qui est, je crois, député, si je ne m'abuse, qui s'appelle Carl Olive, de la Macronie, qui a demandé sur Radio J l'interdiction de FI. Ah, mais bien sûr. La dissolution de FI et le fait qu'on mette Jean-Luc Mélenchon sous fiche S. Oui, mais il n'y a plus de limite. Si jamais, et tu le disais tout à l'heure, mais bien évidemment, mais bien évidemment, tranquille. En toute détente, mais c'est absolument incroyable, c'est qu'ils ne s'arrêteront pas. Ouais. Ils ne s'arrêteront pas. Ok. Eh ben, écoute, affaire à suivre. Le 28 octobre dernier, Macron, donc toujours lui, le président Macron, a affublé, si je puis dire, d'une nombreuse délégation, nombreuse et coûteuse délégation, parce que c'est avec vos impôts, je vous le rappelle, se sont rendus au Maroc. D'accord ? Donc visite officielle, 3 jours de visite, avec un certain nombre de déclarations, de discours, de rencontres, un dîner, j'allais dire, sous les ordres, pas de la République, mais du Royaume. Voilà. Donc, est-ce que vous avez suivi un petit peu ça ? Alors, je tiens à dire en introduction qu'on va parler donc de ce voyage. On va parler de la situation, notamment par rapport à la question du Sahara occidental qui a été évoquée, et que dans tout ce que nous allons dire, nous parlons du gouvernement, du régime politique marocain et à aucun moment du peuple marocain. On sait qu'il y a eu de nombreuses manifestations depuis des mois et même des années pour soutenir le peuple palestinien et la résistance du peuple palestinien, donc par le peuple marocain. Et pour protester également contre la reconnaissance, la normalisation des relations avec Israël et également par rapport à la question du Sahara ou des relations diplomatiques récemment avec la France. Est-ce que cela implique pour le Maroc d'intensifier ses relations diplomatiques avec la France? Voilà. À vous la parole, messieurs. Sans rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a un grand débat sur le Sahara, etc., mais on peut déjà dire une chose, c'est que Macron a complètement usurpé des pouvoirs. Macron n'avait pas la possibilité de revenir sur des fondamentaux de la politique française, de la politique étrangère française, et il n'avait pas du tout à prendre. D'ailleurs, beaucoup considèrent que cette décision est absolument incroyable. Donc on rappelle qu'il a reconnu la souveraineté, mais de manière officielle, quoi. Non seulement ça, mais sur le site. Il a reconnu la souveraineté du Maroc, de l'État marocain sur le Sahara occidental. Alors on sait que c'est une question. D'ailleurs, on a l'intention de faire une émission là-dessus sur ce même plateau de PDH que nous préparons. Mais ce qu'on peut dire pour l'instant, donc on va pas la faire maintenant l'émission, hein, mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que Macron a outrepassé totalement ses prérogatives. Un gouvernement, pour paraphraser Monsieur de Gaulle, un gouvernement de rencontre. C'est vraiment un gouvernement de rencontre. Hein. Ce gouvernement qu'on a, il a aucune légitimité, qui prend une décision, qui engage le pays, qui va à contresens des instances internationales, qui va du droit international, des décisions de l'ONU, qui piétine des décisions de l'ONU. Alors, il le fait comme ça, sans concertation. Alors généralement, on sait que la politique étrangère est le domaine réservé, comme on dit, du président de la République, mais encore faut-il que ce président soit légal. Or, il n'est pas dans la légalité, Monsieur Macron, actuellement, pour prendre des décisions de ce genre, et il piétine l'engagement de la diplomatie française à respecter le droit international en ce qui concerne le Sahara occidental. C'est un engagement. Et d'ailleurs, sa prise de position a entraîné un tollé. Alors peut-être que la presse ne s'en est pas fait l'écho, mais je peux vous dire une chose, c'est que il y a nombre de diplomates français qui actuellement pestent totalement contre Macron et ce qu'il a fait. Hein. Alors on sait même pas pourquoi, parce que qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu la construction d'un TGV. Il l'aurait eu de toute façon. Je veux dire, voilà, c'est tout ce qu'il a obtenu. En échange de cela, mais c'est absolument, c'est sidérant, une telle légèreté et surtout un tel mépris du droit. Et c'est pas la première fois que Macron piétine le droit, donc le droit international qui demande à ce qu'il y ait un référendum qui soit organisé au Sahara occidental.
Alors, des gens peuvent être pour, d'autres contre. La question n'est pas là. Le droit international dit cela. On ne piétine pas le droit. Alors, on est habitué. Macron, il se dit finalement, vu que l'État d'Israël, avec tout ce que fait l'État d'Israël, pourquoi pas moi? Donc, allons-y. On est en train de piétiner le droit international. Et je rappelle aux gens qui nous écoutent que ce n'est pas parce que le droit international est insuffisant, et bien évidemment, il est insuffisant, c'est pas pour autant qu'il faut l'enterrer, qu'il faut s'en débarrasser. Parce que, entre un droit international et plus de droit international, eh bien, ça fait malgré tout une différence. Nous sommes là pour dire le droit international n'est pas respecté. Il faut l'améliorer. Nous ne sommes pas là pour dire il n'en faut plus parce que si c'est la loi, si c'est totalement la loi de la jungle, c'est beaucoup plus grave pour les peuples. Or, Macron participe aujourd'hui de cette destruction du droit international. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. Et puis, comment l'autre aspect, c'est que comment il le fait de son propre chef, sans avoir prévenu personne. Dans la classe politique française, au niveau sans le Quai d'Orsay. Il y a une forme d'ingérence quand même. C'est-à-dire que, je veux dire, et puis, de quel droit en fait se sent-il, j'allais dire, qualifié pour ne serait-ce que pour exprimer un avis, quoi. Et il va plus loin. Déjà, il n'a pas la légitimité de l'État. Mais en plus, sait, je veux dire, de quel droit il s'ingère dans les affaires, j'allais dire marocaines et africaines. Mais pas uniquement marocaines, c'est que tout le monde voit très bien qu'il fait ça aussi en pointant du doigt l'Algérie. Parce que le problème est là aussi. C'est faire ça, c'est aussi ajouter de la discorde à la discorde. Il y a des problèmes actuellement au Maghreb, bien évidemment. Et en faisant cela, c'est une façon pour lui aussi, de remettre une pièce dans la commande dans la machine, et puis d'attiser des problèmes et d'entretenir des oppositions. Alors ça, c'est extrêmement grave entre les pays. Donc il en joue. On connaît diviser pour régner, Messieurs. Oui, on ne peut qu'aller dans ce sens. C'est très grave, parce que la France est membre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Je veux dire, ça n'est pas rien. Membre permanent du Conseil. Donc, si les membres permanents ne respectent pas, voilà. Alors que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a acté la nécessité d'un référendum. Elle ne dit pas que le Sahara est marocain ou il ne l'est pas. Elle dit qu'à un moment donné, les principaux intéressés, les autochtones, les indigènes, ceux qui sont là-bas, ceux qui vivent là-bas, ont le droit de dire, parce que est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, s'agissant de ce type de décision, que le président tunisien, libyen, égyptien, marocain, en l'occurrence, il s'agit d'un roi, se mettent à dire, tiens, je suis pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, je suis pour la Corse, je suis, le combat des Basques est tout à fait légitime, je trouve qu'on devrait enseigner le breton en Bretagne et que, légitimement, les Bretons peuvent aspirer à une certaine autonomie. Voilà. Donc, ça c'est pour comment dirais-je, c'est pour souligner le positionnement. C'est-à-dire que quelques décennies auparavant, je décide de mettre le Maroc sous protectorat et j'explique que c'est tout à fait logique, que c'est tout à fait légal, que c'est dans l'ordre des choses. Quelques décennies plus tard, je vais au Maroc, je prends l'avion avec mon aéropage, je m'installe et entre deux coupes de champagne, je décide que le Sahara est marocain. Alors je donne un biscuit. Et puis, juste pour ne pas effaroucher les voisins, en rentrant, histoire de donner un petit bonbon, je vais leur dire, tiens, tout compte fait, et après avoir bien réfléchi, je considère que c'est l'armée qui a tué Ben Mehdi. Comme si on avait besoin de parler tout à fait, je veux dire, cette façon de vouloir, non mais cette façon de vouloir labelliser l'histoire. Du haut de ma position, je mets mon sceau et je déclare que c'est la vérité vraie. Donc, voilà. Mais j'ai envie de dire. Tout à l'heure, je disais en aparté, l'histoire. Certes, j'ai souvent entendu dire que l'histoire, c'était les vainqueurs qui l'écrivaient. Mais, je veux dire, l'histoire, le vécu, la mémoire, il ne prendra pas la place des victimes de l'histoire.
par exemple, s'agissant de l'Algérie, il n'expliquera jamais aux Algériens si la cause était juste ou si elle l'était pas, s'il y a eu génocide ou pas, s'il y a eu massacre ou pas, etc. On n'a besoin d'aucun label. On n'est pas là pour chipoter. Je veux dire, les faits sont là, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas. Je veux dire, nous, nous, on connaît notre histoire. C'est ça que j'ai envie de dire. Omar? Bah, ils ont tout dit, les camarades. Les camarades ont tout dit. Évidemment, c'est une posture, la reconnaissance de la marocanité, comme le mot est intéressant. La reconnaissance. Alors, je compléterai ton intervention en te posant une question, j'allais dire supplémentaire, en disant, est-ce que aussi cela ne répond pas quelque part à la perte d'influence de la France en Afrique et qui essaye de trouver de nouveaux canaux, j'allais dire, pour se réimplanter, si je puis dire. Très clairement, voilà. Ça fait partie d'une stratégie de reconstruction de réseaux d'influence en Afrique, en utilisant... Donc, grosso modo, ils se sont fait virer du Sahel. Ils se sont fait virer du Sahel, mais pas seulement. La France, quand tu vas dans n'importe quel pays d'Afrique, la France, c'est pas du tout une référence. Hein. L'Angleterre est vécue comme un ex-colonialiste lointain, mais la France est vécue comme quelque chose de dangereux et d'hostile aujourd'hui. Ouais. Et donc, en Afrique, tu as en Ouganda, en Zambie, partout, hein, pas seulement dans l'Afrique francophone, tu as ce sentiment, un sentiment anti-français qui est présent. Et le Maroc peut jouer, dans cette situation, peut jouer le rôle d'intermédiaire ou alors de relais d'une certaine influence française. Ça, c'est clair. Mais tout ça, ce sont des calculs de boutiquiers. Ce sont des calculs de très bas niveau. De la part de l'État français. De la part de ceux qui dirigent l'État français. C'est d'un très bas niveau, c'est d'une vulgarité intellectuelle qui est presque insoutenable, venant d'un pays où il y a tant d'intelligence, tant de créativité. Il y a, je pense, dans les universités, il y en a certainement. Et quand on voit la France dirigée par de pareils personnages... Sinon, je te laisse. Non, mais... Le problème, c'est que ce type-là prend le pouvoir en disant « Je reconnais la souveraineté marocaine, il n'en a absolument pas le droit. » Mais il est dans une logique qui est la logique actuelle de l'Occident. L'Occident, aujourd'hui, face à sa perte globale d'hégémonie, face à sa perte globale de puissance sur le reste du monde, est normalement, naturellement, mécaniquement entraîné à ne plus reconnaître le droit international. Que ce soit en Israël ou en Palestine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Libye, ils ont bombardé, souvenez-vous de ce qu'ils ont fait en 2011 en Libye, c'est des criminels. Voilà, ils ont détruit un pays, une population, etc., aux violations d'une résolution de l'ONU. Donc on a affaire à des gens qui sont des hors-la-loi, en fait. C'est l'évolution banditique, l'évolution criminelle des instances de décision de l'Occident. C'est ce qui se passe. Cette atteinte aux droits du peuple sahraoui est très clairement, fait partie très clairement de cette évolution criminelle des dirigeants occidentaux. Omar, un détail croustillant qu'on n'a pas relevé. Dans la même semaine, la Cour européenne de justice décide que plus aucun bateau européen n'a le droit ou ne peut aller pêcher au large des côtes sahraouis parce que le principe de la souveraineté n'est pas encore établi et donc vous ne pouvez pas, en clair, aller exploiter les ressources je ne dirais pas de ce pays, disons de cette région, donc de ce territoire, tant qu'on n'a pas dit à qui appartenait la maison. D'accord ? Tu vois ? Donc, c'est, je veux dire, un membre fondateur de l'Union européenne, qui bafoue dans la même semaine symboliquement une décision de la Cour européenne de justice. C'est ce que disait Youssef, c'est-à-dire que il y a encore quelques années,
on nous opposait le droit international systématiquement. Je dis bien nous, le Sud. C'est-à-dire que c'était des résolutions, les résolutions. Et le droit international. Non, mais et aujourd'hui, à la première occasion, on s'assied dessus et on fait plus. Je veux dire, c'est pas possible. On va revenir à la reconnaissance du rôle de l'armée française dans l'assassinat de Ah oui. Alors, l'Albé. ça va être le point suivant. Voilà. Ça va être le point Attends. En échange, vouloir offrir ça, en échange, On va y venir. attends. Vas-y. Vouloir offrir cela comme sorte de compensation à la reconnaissance de la souveraineté du Merzen sur le Sahara occidental, c'est grotesque. On ne sait pas, on hésite entre est-ce qu'il est débile, est-ce qu'il est ridicule ou est-ce qu'il est à ce point apolitique. On est étonné de voir un chef d'État te dire oui, c'est même pas c'est même pas un propos de boutiquier, c'est d'une vulgarité renversante et c'est vraiment c'est une insulte à la France. C'est une insulte au peuple français. Ce genre de comportement, ce genre d'attitude est attentatoire à la dignité de la France, de l'État français. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Je crois, c'est ce que j'allais te dire, c'est que j'aimerais bien savoir quel pourcentage de la population a conscience j'allais dire, grossièrement on dit des dingueries qui sont faites en son nom, tu vois. Ah ouais. Je pense que malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Les gens détournent le regard. Attends, Youssef, depuis tout à l'heure, Vas-y. Non, c'est juste pour dire que la carte du Quai d'Orsay a été changée. C'est ça qui est dingue. Ils ont aussitôt, alors que normalement ça prend du temps, etc. Ils ont aussitôt changé la carte officielle. Ça y est, le Quai d'Orsay a des cartes officielles. C'est des cartes qui servent de référence pour la diplomatie française. Quand vous voulez savoir telle position de la diplomatie française, je sais pas, sur Timor oriental, sur ce que vous voulez, on regarde les cartes du Quai d'Orsay. Eh ben, ça n'a fait ni une ni deux. Aussitôt, ils ont changé, ils ont retiré les pointillés. Simplement, ils ont retiré les pointillés qui existaient sur la carte et qui délimitaient. Mais aussitôt, il suffisait de regarder, tout le monde a regardé et ils ont changé aussitôt. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le 1er novembre? Non, mais tu crois qu'Abdelwahab avait un petit point pour terminer sur le sujet du Maroc? Non, mais tu disais, j'en suis à me demander comment est-ce que les gens ne réagissent pas. Je veux dire. Non, c'est pas ça que je disais. Je me demande quel pourcentage de la population a conscience des dingueries qui sont faites au nom de la France? Non, vas-y. Non, oui, non, mais ça te laisse sans voix. Non, je voulais juste dire que quand on voit que ceux qui ont voulu, comme on dit vulgairement, l'ouvrir ou la ramener, il y en a eu un paquet parmi eux qui ont été borgnés, d'autres qui ont été battus, d'autres qui ont été en procès. Il est évident que les gens peut-être qu'ils seraient prêts à repartir pour un tour. On nous dit que le 15 novembre, les ronds-points vont être réinvestis par les gilets jaunes. Mais là, je fais référence aux gilets jaunes. Ouais. Les gens qui ont été scandalisés par leur note d'électricité, par la privatisation de certaines activités, par tout ce que l'on sait de ce qui touche les uns et les autres au sujet de la vie chère, de détérioration des services publics, de l'hôpital, de l'école. Eh bien, il devient difficile aujourd'hui en France de se lever et d'essayer de dire autre chose que ce qu'on raconte dans les grands médias, où on se serait cru revenu à un temps où il y avait un ministre de l'Information. Je dirais, à un moment donné, on a supprimé le ministre de l'Information. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de reformer l'ORTF sous une autre forme. On y est, là. On y est absolument. Merci, donc voilà. Je pense que de toute façon on ne pourra pas balayer le sujet de manière exhaustive. Comme l'a dit Youssef, et ça changera rien. Cette reconnaissance de la France. Bien sûr. C'est d'autant plus absurde que concrètement ça ne changera rien. C'est pas ce qui va asseoir davantage une légitimité. La légitimité ne se fait pas parce que tel et tel État, comment on reconnaît, parce que sinon ce serait facile. Il y a une instance qu'on appelle l'ONU. Parce que déjà Donald Trump avait déjà
reconnu la souveraineté. Et ça ne s'est pas fait. Et ça ne s'est pas fait. Les Espagnols aussi. Ben oui. Tout à fait. Donc il faut voir qu'il y a ici la récompense de la reconnaissance de l'État d'Israël par la monarchie. Voilà. Il faut bien comprendre que le bargain, le marchandage, il est là. Dans la foulée des accords d'Abraham. Mais tout à fait. On est d'accord. Et tout à fait. Le Barzen a présenté la reconnaissance de l'entité sioniste comme étant le résultat de l'obtention de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et les Espagnols ont suivi quelque temps après, puis les Français. Donc il y a une sorte de marchandage global, collectif, de l'Occident collectif, qui voudrait conforter un peu le Barzen dans sa politique nationaliste de détournement des questions intérieures, hein, parce que la situation sociale au Maroc, il faut la connaître pour en éprouver la difficulté et les tensions. Et le peuple marocain, non seulement est confronté à des difficultés, à une injustice croissante, mais également à l'insulte, à la conscience humaine, qu'est la reconnaissance de l'entité sioniste par un État musulman, par un État arabe, qui partage exactement les mêmes héritages culturels que ceux qui sont en train de se faire hacher menu par l'Occident en Palestine. Donc voilà, et c'est dans ce contexte global qu'il faut situer la chose. Bien sûr, et encore une fois, on exprime tout notre soutien justement aux personnes qui continuent à se battre pour le soutien à la Palestine notamment. Et pour le Sahara occidental, bien sûr. C'est un problème de décolonisation et il doit être traité en tant que tel. C'est tout. Merci. Dans le cas du droit. Et justement, tu le disais, tu l'évoquais, Omar, et il y a ce jeu de, j'allais dire, je sais pas comment dire, mais de duplicité, on pourrait peut-être dire ça comme ça, du président Macron, qui d'un côté donc est venu chercher une forme de réconciliation avec le Maroc, parce qu'il faut savoir que les relations avec le Maroc s'étaient dégradées, notamment, je pense que vous vous souvenez de l'affaire Pegasus, mais il y avait eu d'autres éléments de tension. Et du coup, ce voyage officiel, donc qui a des accents de réconciliation, se faisait forcément avec le regard attentif du voisin algérien. Et comme tu le disais, il te semblait que cette reconnaissance de l'assassinat de Larbi Ben Mihdi, paix à son âme, par l'armée française, je crois que c'est comme ça que c'est évoqué, par l'armée française, ne serait qu'une sorte de monnaie d'échange pour un petit peu, j'allais dire, atténuer l'autre consolation pour un peu venir atténuer l'éventuelle colère algérienne. J'ai pu voir, car donc 1er novembre, ce serait bien qu'on ait un petit rappel historique de qu'est-ce que le 1er novembre, mais j'ai pu voir que lors des commémorations, il y a eu l'accueil du dirigeant, je sais pas comment on peut dire ça, mais du dirigeant sahraoui par le président algérien Tebboune. Il y a eu l'équivalent, il y a eu même pas l'équivalent, il y a eu de fait l'organisation d'un grand conseil du Maghreb à l'exclusion du Maroc. Le président de Mauritanie, de Tunisie, de Libye et le représentant de l'autorité du Polisario se sont réunis l'après-midi même après le défilé militaire dans les bureaux du président algérien, histoire de dire que le Maghreb se fait ou se fera ou est en train de se faire à l'exclusion du Maroc. C'est un petit peu la réponse du berger à la bergère. Alors il faut bien savoir que quelques jours avant la reconnaissance du voyage, pas le voyage de Macron, ils se sont tenus des exercices militaires marocains avec la participation d'un sous-marin nucléaire français. Donc, il y a des signaux. Tu veux dire avec des manœuvres militaires une manœuvre conjointe de la marine monarchiste avec un sous-marin nucléaire français. Donc, il y a des signaux qu'on capte ici et là qui montrent qu'il y a des gesticulations qui ne sont pas favorables, dirais-je, à l'Algérie ou qui sont carrément directement hostiles. Donc, il se passe en sous-main
un certain nombre de tractations et un certain nombre de choses qui créent cette atmosphère un peu étrange qui alimente cette ambiance pas très claire entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. En tout cas, il y a une crispation, quoi. Il y a une crispation dans la région qui est de plus en plus perceptible. Très clairement. Depuis longtemps, en fait, je pense que l'État français n'a pas apprécié la position algérienne lors de ce qui s'est passé, au Niger notamment, et ils n'ont pas apprécié le fait que l'Algérie soutienne le Niger de manière assez ouverte et ostensible, hein, et donc au détriment de la présence française. Je crois qu'il y a progressivement un certain nombre de faisceaux, de faits qui concordent. Je pense que c'était là l'origine du problème qu'il y avait. C'est un des problèmes, une des origines. Ouais, parce qu'en fait, à plusieurs reprises, Tebboune devait venir en France et finalement. Oui, donc ça c'est. Donc le contentieux était en rapport avec le Sahel. Ouais. Avec le Sahel, et donc. Voilà, il y a une ambiance générale qui n'est pas favorable en ce 70e anniversaire du déclenchement de la révolution. Simplement, l'Algérie emmerde pas mal de monde, notamment du côté, j'allais dire, occidental, parce que peut-être que ça met en difficulté leur planification d'une nouvelle Afrique, si on peut dire ça comme ça. L'Algérie, c'est vraiment un cas tout à fait particulier où tu as un régime antipopulaire, illégal, issu d'un putsch, qui est un régime qui a favorisé les déséquilibres économiques en faveur d'une sorte de bourgeoisie militaire corrompue jusqu'aux yeux, là tout le monde le sait. Tu as donc ce régime-là qui, malgré tout, malgré sa décomposition morale et politique interne, malgré son recours à la répression de manière systématique, ce régime-là conserve malgré tout un certain nombre d'éléments issus de son histoire politique, c'est-à-dire le non-alignement, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ça embête beaucoup, et l'autonomie, l'indépendance, la décision. C'est le paradoxe algérien. Voilà, c'est le paradoxe algérien. Et puis il y a El Morjan aussi. Ouais, voilà, dans le Morjan, ils font de la trêve maritime. Non, il faut le rappeler, quoi. Voilà, de la pâte qui donne le diabète, etc. C'est pas tout le non-alignement, ça nourrit pas son homme non plus, tu vois. Donc, tu vois, tiens, d'ailleurs, j'ai un truc pour ça. Tu vois donc ce paradoxe qui fait que, effectivement, aujourd'hui, l'Algérie se retrouve encerclée par un arc de crise, en quelque sorte. Elle est au milieu d'un arc de crise. La reconnaissance et les accords de défense du royaume du Marzena avec Israël, des accords de défense et des productions d'armements en commun, voilà. La déstabilisation entretenue en Libye, la situation au Mali et dans la région sahélo-saharienne qui s'étend jusqu'au Soudan, parce qu'il faut voir le contexte géostratégique global. Hein. Donc l'Algérie, là-dedans, est une espèce d'obstacle à la remise sous tutelle de la région par l'Occident. Parce que qu'est-ce que veulent les Occidentaux? Qu'est-ce que veulent les Français? Qu'est-ce que veulent les Italiens, les Allemands, les Américains? Ils veulent que cette région du monde échappe à l'emprise chinoise et russe. Il y a Fabien qui dit « et la Tunisie » dans tout ça. La Tunisie, elle est là-dedans. Elle a moins de moyens que l'Algérie, elle n'a pas la même histoire, mais ils sont plus ou moins dans le soutien. Ils sont clairement dans le soutien au peuple palestinien, ils sont clairement pour une certaine autonomie avec, bon, alors leur problème, les Tunisiens, ils parlent pour eux. Hein, moi, je peux pas parler alors. Voilà. Donc, avec tout le respect que je dois à tout le monde, hein, nous les peuples, on les respecte. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'ils ont comme moyen de coercition sur l'Algérie pour qu'elle rentre dans le rang? Eh bien, il y a tout ce faisceau de pression externe pour dire au régime, nous vous menaçons, mais surtout, et c'est ça qu'il faut vraiment intégrer dans l'analyse, ce qui gêne l'État français colonial, ce qui gêne l'Occident, c'est la persistance du refus algérien de la soumission. Oui. C'est la persistance de la résilience algérienne et c'est la persistance de l'esprit de novembre. Du 1er novembre. L'esprit de novembre. Ah, on appelle ça l'esprit de novembre. Les 31, c'est l'esprit de novembre. Voilà. L'esprit de novembre, l'esprit de refus
de soumission aux injonctions extérieures, et en particulier venant de l'Occident, fait que ça pose un gros problème. Il y a un problème géostratégique. Alors ils essayent de diviser le pays en soutenant des sécessionnistes ici et là, mais bon, ça va pas très loin. On voit bien que ça a une portée extrêmement réduite. Ça prend pas. Donc il y a un problème qu'ils essayent de régler à travers leur proxy, dont le Merzen est l'élément le plus actif et le plus important. Youssef, je sens que tu bouillonnes. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Bah non, pas du tout. Vas-y, non, on est là, cool. C'était quoi la question, ouais. Tu penses qu'on peut intégrer Omar à la BTP? Je pense que là, c'est bon. Il a fait ses preuves. La brigade des tunneliers de Paris. C'est la brigade des tunneliers de Paris. C'est les bêtises de... Tu sais, en fait, dès que tu commences à écouter Omar... Dès que tu fais une intervention entre 8 et 10 minutes, tu es labellisé. Pour intégrer la brigade des tunneliers de Paris. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Et moi alors, et moi je l'ai pas. Il a le niveau pro, tu vois. Immédiatement, c'est-à-dire il est passé pro. Comment on va le niveau pro? Et comment on va? Bah écoute, voilà. Ah purée, je peux plus moi. Alors, restez concentrés. Pourquoi on prendra une photo après. Pourquoi on n'en a pas, nous? Calme-toi. Alors, restons sur le sujet. Ah oui, parce que... Et puis, il y a aussi chef de chantier, non? C'est Samir, non? C'est pas mal aussi. En tunnelier, je crois pas. Vas-y. On l'appelle métropolitain. Ouais. Bon, alors... Non, bah où est-ce qu'on était déjà? On était au 1er novembre. Ah, bah le 1er novembre. Le 1er novembre. Non, ben c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'effectivement le lot de consolation de l'Arbi Ben Mehdi. Bon, quelqu'un fait sur Facebook, une Algérienne a fait une bonne remarque en disant que que l'Arbi Ben Mehdi, il n'a pas besoin de la reconnaissance de Macron. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en a et la famille et le peuple algérien, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ce microbe, hein, je le dis franchement, de ce microbe politique. Il croit qu'il arrive à la hauteur. Il ose parler, il ose prononcer le nom de l'Arbi Ben Mehdi. Moi, c'est déjà ça qui m'insupporte. Le nom, il a osé le sortir de sa bouche. L'arbitre, je dis pour ceux qui ne le savent pas, mais qui ont vu le film de Bataille d'Alger. La bataille d'Alger, et qui fait partie des 6. On est d'accord? Oui. Il fait partie des 6 du 1er novembre. Oui, c'est ça. Et une chose, dans le film, bah, plus que symbolique, c'était bon, un grand dirigeant du FLN, évidemment. Et alors on sait. Alors, c'est toujours amusant parce que Macron, il présente ça comme étant un scoop, alors que il y a même plus de scoop, puisque celui qui a assassiné l'Arbi Ben Mehdi, l'officier français Ossares, qui détenant l'Arbi Ben Mehdi, le tortionnaire, hein, eh bien, le pan lui, il a même expliqué lui-même, il avait dit ça à Christiane de Vieux-Jeancourt, hein, il avait fait cette révélation il y a très longtemps, donc ça a été il y a combien, il y a 17 ans, quelque chose comme ça, il y a 17 ans, hein, avant de mourir, parce qu'il voulait peut-être sauver son âme, j'en sais trop rien, mais il fait si son âme était c'est d'abord s'il avait une âme, pour sauver son âme, il faut d'abord en avoir une, et je doute qu'Ossares en ait une, Ossares qui était l'homme de tous les coups fourrés, etc., qui avait été un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et là on est devant quelque chose qui n'est pas un paradoxe, qui est que beaucoup d'ex-résistants sont devenus de sacrés tortionnaires de l'État colonial français. Bah oui, parce que c'est une même continuité à la grandeur de la France. Dès l'instant où on commence à parler de grandeur de la France, alors tant qu'il s'agit des nazis en face, c'est bien, mais lorsqu'on arrive à l'indépendance, cette grandeur de la France se transforme en domination coloniale et en soutien ça c'est le gros problème. Alors, j'ai pas dit que tous, mais malheureusement un très grand nombre ont viré au chauvinisme. Voilà. Et en ce dans lequel on peut tomber assez aisément. Quoi. Donc c'est des événements qui datent de 57. Hein, 57 à aujourd'hui, c'est quand même hallucinant parce que ça nous fait à peu près 63 ans, quelque chose comme ça. 63 ans après les faits et 17 ans après. 67 ans. Et 67 ans après et 17 ans après le fait que le principal responsable, le principal coupable, Ossares, l'exécutant, oui, parce que c'est pas uniquement lui, c'est pas une décision, c'est le pouvoir politique qui a décidé d'assassiner, bien sûr, l'Arbi Ben Mehdi. C'est le pouvoir politique, considérant qu'il était beaucoup trop dangereux
beaucoup trop dangereux de le garder. Hein, certains ont été gardés en vie, on va pas. Mais Osarès décide, exécute Lahabine Mehdi parce que le pouvoir politique français a décidé d'assassiner, de se débarrasser de Lahabine Mehdi. Alors, le truc, c'est que Macron présente ça, mais c'est absolument hallucinant. C'est une honte. Moi, j'ai dit, c'est une véritable honte. Omar l'a dit tout à l'heure. C'est le fait même de faire le communiqué. Alors déjà, ou le fait de présenter du communiqué. Soyons précis. Alors d'abord, les militaires, ce ne sont pas les militaires, c'est le pouvoir politique français qui a assassiné Lahabine Mehdi. Les militaires ont été les exécutants, effectivement. C'est le pouvoir politique. On est en 57. C'est un certain Guy Mollet, socialiste, qui est au pouvoir. Avec ses alliés communistes qui ont voté les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet. Donc, faut avoir ça en tête, c'est que cette gauche française, cette fausse gauche, assume totalement la responsabilité de l'assassinat de Lahabine Mehdi. Et pas que de lui. On est en pleine bataille d'Alger, ceux qui ont vu le film. Des milliers d'autres. Donc, ce que je dis, c'est absolument incroyable. Alors, à la limite, mais moi, je crois qu'il a ajouté l'infamie au déshonneur, Macron, en faisant cela. L'infamie au déshonneur, oser mettre ça dans la balance, comme si il a tout faux des deux côtés en plus, des deux côtés. Mais Abdelwahab, du coup, donc là, on a bien compris avec Omar et Youssef que donc le communiqué, en gros, ça va pas. On n'est pas content. Mais on attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend en tant qu'Algérien, en tant que descendant justement des libérateurs, etc. Qu'est-ce qu'on attend de l'État français? Voilà, moi, j'ai envie de poser la question aussi, j'allais dire bêtement, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Juste même vraiment deux mots, juste pour revenir. Parce qu'il y a quand même quelques années, s'agissant de l'histoire d'Algérie, des relations entre l'Algérie et la France, Macron a pris la parole pour dire « Laissons aux historiens d'écrire l'histoire ». Sous-entendu, les hommes politiques ne s'en mêlent pas. Or, aujourd'hui, il fait plus que s'en mêler. Ça, je ferme la parenthèse. Sur la reconnaissance j'ai envie de vous raconter une anecdote en deux mots. Pour vous dire que la reconnaissance de l'assassinat de Mehdi date de 57. Même pas d'Osarès. J'ai écouté hier sur la télévision algérienne la sœur de l'Arbi Ben Mehdi qui raconte. Quand la famille a vu que l'Arbi ne revenait pas et qu'il n'avait pas de nouvelles, elle a pris, j'ai envie de dire, son sac à Alger, elle est sortie, elle a été dans les bureaux de l'armée française. Elle a rencontré le général Bijard. Elle lui a dit, je viens vous voir, j'aimerais savoir ce que devient mon frère. Est-ce que mon frère, j'entends dire ça et là, que mon frère se serait suicidé? Est-ce que mon frère s'est suicidé ou est-ce que vous l'avez tué? Le général Bijard, vous me permettrez, vous ne m'en voudrez pas, au moins pour cette occasion, s'est comporté comme un gentleman, si j'ose dire, comme un homme, comme un militaire, comme un combattant, a répondu à la sœur de l'Arbi Ben Mehdi, excusez-moi, vous êtes sûr d'être la sœur de l'Arbi Ben Mehdi parce que vous ne semblez pas le connaître. Il lui a dit clairement que tu connais suffisamment ton frère pour savoir qu'il ne se suicide pas. Quand on prend la décision de mener le combat, on ne s'éclipse pas en se suicidant. Il n'est pas homme à se suicider. Elle a regardé, elle a dit les yeux dans les yeux, il l'a regardé, il lui a dit ça. Elle est repartie et ont compris qu'ils avaient tué son frère. Je referme cette parenthèse. Alors, parce que je lis en même temps les commentaires. Donc, pour ceux qui arrivent ou qui sont un petit peu perdus, on parle du 1er novembre 1954. Alors, on a parlé de la Toussaint Rouge par rapport aux actions qui avaient été perpétrées. On parle aussi du manifeste du FLN. Donc, le texte fondateur, on va dire. L'appel du FLN, pardon. La proclamation. Donc voilà, pour ceux qui arrivent ou qui sont un petit peu perdus là dans le chat, etc. Voilà, on est en train de parler en fait de la commémoration des 70 ans, la commémoration du début du soulèvement du peuple algérien, du début de la guerre d'Algérie, quoi. En grosso modo. Et alors attends, juste je complète un peu ma question et après je vous laisse finir. On terminera par un dernier tour de table. Parce qu'il y a également un article sur Algeria Watch qui a été commis par toi, j'imagine. Ouais, non,
Pas que. Non, collectif. D'accord, collectif. Et qui établit une parenté, si je puis dire, entre justement, enfin pas une parenté, qui évoque donc le 70e anniversaire et comment ce 70e anniversaire ne peut pas être un festif et il ne peut être que dans une connexion absolue avec la cause palestinienne. Voilà. Alors, moi, je veux juste répondre à ta question sur savoir qu'est-ce qu'on attend de l'État français, parce que ça revient tout le temps. Qu'est-ce qu'on attend? Il y en a, certains te disent, on attend la repentance. La repentance, c'est pas un terme qu'on emploie chez les Bougnouls. Chez les Arabes, le mot repentance, ça n'existe pas. Attends. C'est du deuxième. Attends, c'est du deuxième degré. Non, c'est du deuxième degré. Le mot repentance appartient au vocabulaire théologique des Blancs. C'est un truc de chrétien. Nous, on n'est pas comme ça. On n'a pas de repentance. Ça n'existe pas. Ce qu'on entend de l'État français, c'est ce qu'il fasse, ce qu'a fait l'État japonais en 1945. C'est ce qu'a fait l'État allemand depuis la fin de la guerre mondiale, comme l'État américain pour ce qu'il a fait au Vietnam, une reconnaissance de ce qui s'est passé, d'ouvrir les archives, laisser libre cours aux historiens de faire leur travail, et puis reconnaître la responsabilité de la France dans la commission de crimes majeurs contre l'humanité depuis l'invasion coloniale de juillet 1830 jusqu'à la libération de juillet 62. Je vous signale qu'à propos de l'invasion coloniale de 1830, je vous signale un livre extrêmement important qui vient de sortir sur les 20 premières années de la pénétration coloniale. C'est le livre d'Alain Ruscio, qui s'appelle La première guerre d'Algérie. La première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance. Donc, c'est Puty qui en parle beaucoup là depuis qu'il a fait un travail magistral majeur où il a vraiment fouillé, il a exhumé toutes les archives possibles et inimaginables sur les 20 premières années. C'est très intéressant et ça montre l'ampleur des massacres et des spoliations et des atrocités commises par une armée de soudards dirigée par des criminels sanguinaires, des pillards, Zahacha, etc. Donc c'est très intéressant, je vous recommande ça. Donc ce qu'on attend, c'est qu'ils ouvrent leurs archives et que c'est la meilleure façon de réconcilier tout le monde. Il s'agit d'un accès total et absolu de toutes les sources d'informations sur la guerre d'Algérie. Et de reconnaître la responsabilité de l'État français. L'État français assume depuis la Restauration jusqu'à la Ve République, assume une présence et une guerre coloniale. Et il faut le dire, on a fait des conneries, c'est notre faute, on a commis des trucs, c'est notre histoire, on l'assume. Et à ce moment-là, on fait un grand pas vers la réconciliation. Voilà. On a commis des massacres. Il y a Boumel qui dit juste il n'y aura pas de replay. Il n'y aura pas de replay de cette émission, donc profitez-en, c'est maintenant. Je propose l'exclusion de Boumel. Alors, sur cette histoire-là, je finis là sur cette. Pardon, Omar. Il ne peut pas y avoir de conflit de mémoire, comme le disent certains pseudo-historiens. Il y a une histoire. Il n'y a ni mémoire, ni Khalizkari. Il y a une histoire, et cette histoire, elle est commune à tout le monde. Il n'y a pas une histoire, mon mémoire à moi, la mémoire de l'assassin et la mémoire de la victime. C'est le pauvre, l'assassin, il n'a pas fait exprès de le tuer. Non, il faut pas entrer dans des considérations démagogiques de ce style et reconnaître l'histoire dans toute sa totalité. Et c'est là d'ailleurs que certaines personnes parlent de bonne ou de mauvaise mémoire. C'est-à-dire qu'il y aurait une bonne mémoire, celle un peu de l'État colonial, en l'occurrence là pour la guerre d'Algérie. La bonne mémoire, c'est-à-dire le fait de distiller comme ça des éléments de mémoire, d'écrire, on va dire, après avoir, j'allais dire commis l'histoire, écrire une histoire, mais le récit se déroule au fur et à mesure des événements. C'est-à-dire que là, par exemple,
pour la séquence qu'on vient de vivre. Tiens, on a besoin de lâcher un petit biscuit aux Algériens. On lâche un petit biscuit aux Algériens. Et c'est-à-dire, et Rissé, on dit comme ça, Rissé Putti, justement, il dit, bah, à ce rythme-là, il va falloir des siècles avant que, tu vois, et vraiment, et voilà, et c'est là que j'ai vu en lisant un petit peu la notion de bonne et de mauvaise mémoire, et je trouvais que c'était assez pertinent. Aujourd'hui, il y a en France la permanence d'une sorte de mémoire coloniale, de mémoire colonialiste, qui présente l'invasion de l'Algérie comme une action très favorable. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur actuel a dit qu'il y avait de nombreux points positifs à la colonisation. Attention les gars, ça vous le reconnaissez pas apparemment. Non mais je pose la question. On est vraiment dans ce temps de la démence et de l'aveuglement politique. La démence historique, parce que tous les historiens, un tant soit peu sérieux, reconnaissent que ça a été des exactions innombrables et d'une ampleur. Les enfumades de Bugeaud. Mais les enfumades de tout le monde, il n'y a pas que Bugeaud. Ils ont tous mis la main à la pâte. C'est la guerre totale contre les civils a été inventée en Algérie. Des massacres entiers. L'avènement de l'appel des indigènes de la République est quasiment concomitant d'un projet heureusement avorté qu'on a voulu faire voter à l'Assemblée et qui aurait consisté l'œuvre positive de la colonisation. Voilà, souligner l'œuvre positive de la colonisation. Le temps des économiques. Donc, ils essayent, on essaye aujourd'hui, on débaptise une rue Bugeaud à Paris. Puis demain, mais attention, on ne débaptise une rue Bugeaud à Paris, ben on érige une statue au général Bijard à Toul. Oui. Ah bon? Oui. Elle vient d'être inaugurée. Oui, une très belle statue. Oui, c'est l'artiste, il sait bien. Donc, il y a cette histoire qui n'est pas réglée. Et il faudra la régler tôt ou tard. Et c'est aussi bien pour toutes les générations. Alors certains nous disent, vu l'état actuel de l'Algérie, vu le régime algérien actuel, peut-être que vous n'auriez pas dû faire le 1er novembre, peut-être que ça a été une erreur, que peut-être qu'il fallait trouver un moyen de vivre avec les colons. Eh bien, voilà. Eh bien non. La résistance passive. Eh bien non. Ça c'est pas trop le 1er novembre. Voilà. C'est pas trop notre cam. Voilà, le 1er novembre a été le moment clé de la reconquête de la dignité de la personnalité nationale. C'est un moment que nous répéterons s'il le faut, mais j'espère que non. Mais le fait est que la libération par le peuple algérien, par ses propres moyens, et son accession à l'indépendance et la restauration d'un État algérien que d'autres viennent nous dire qu'il n'existait pas. Tu vois, quand tu as un drapeau, une fiscalité, une armée, une douane et un fisc, mais tu n'es pas un État. Des accords internationaux. Voilà, donc, des accords internationaux. Des accords avec internationaux. les États-Unis, avec tout le monde. Ça pourrait Éric Zemmour. Non, je parle pas, moi, à ces gens. C'est des voyous comme ça, c'est pas des interlocuteurs. Donc, le fait est que... non, c'est vrai. Moi, je parle à Samir Bousni, là, je parle pas... Voilà. Donc, voilà. Donc, cette affaire du 1er novembre, cette guerre de libération, est un des moments les plus honorables et les plus importants de l'histoire de l'Algérie. Ce qui se passe après, c'est une histoire entre Algériens. Ça va demander 130 ans encore pour qu'on trouve un régime démocratique, un régime juste et un régime ouvert sur le monde. Eh bien, ça demandera 130 ans. Mais ça sera une affaire entre nous, entre Algériens, et sans l'intervention de qui que ce soit. Et si possible, dans des relations apaisées, tranquille avec la France, avec tout le monde. Voilà. Il ne tient qu'à eux. Voilà, il ne tient qu'à eux. Youssef, parce que vous n'avez pas trop évoqué, là, j'allais dire, cette omniprésence dans les esprits de cette commémoration de la cause palestinienne. Alors, d'abord sur les faits... Ça t'a étonné, Ouais. Quelque peu. Parce que c'est ce qui est évoqué dans l'article. Oui, alors l'excellent. Alors, on demande aux gens surtout d'aller sur le site Algeria Watch
et de lire cet excellent article qui fait le lien justement entre le 17 octobre, entre le 1er novembre et puis ce qui se passe actuellement en Palestine, et en disant qu'effectivement, Marc, tu l'as très bien dit, on fait forcément le lien entre les deux. Et d'ailleurs, c'est pas hasard si les Palestiniens souvent font référence à l'Algérie. On l'entend de plus en plus ces derniers temps, hein, dans la bouche de Palestiniens. Et d'ailleurs, même dans les manifs, c'est un slogan qui est lancé. L'Algérie s'est libérée et la Palestine, l'Algérie est libre, la Palestine le sera. Enfin, il y a différents slogans comme ça. Et l'Algérie s'est libérée, la Palestine se libérera. Et donc, pourquoi? Parce que ce sont deux colonies de peuplement, les deux, qui ont le triste privilège. L'Algérie, c'est l'ouverture. C'est la première colonie de peuplement arabe, occidentale. L'Algérie, c'est la première, et la Palestine, c'est la dernière. Donc on voit que de ce point de vue, il y a une sorte de clin d'œil historique qui est incroyable. Et ce sont deux colonies de peuplement, les deux. La Kanaki aussi. Alors la Kanaki, bien sûr la Kanaki. Hein. Ouais. Ouais. Bah, on voit qu'il y a quand même des gens qui suivent. Et bien sûr, et donc là-dessus, bah, le logiciel colonial français, et ça a été dit, le logiciel colonial français fonctionne à plein tube. C'est pas un hasard si au même temps on a ce qui se passe en Kanaki, on a ce qui se passe dans les Caraïbes, on a ce qui se passe partout. On voit bien que la France, et pour reprendre un petit peu ce que disait Abdelwahab, qui évoquait tout à l'heure l'appel des indigènes, comment commence l'appel des indigènes que nous faisons donc en 2005? Il dit: la France a été un État colonial et demeure un État colonial. A été un État colonial. Ça, c'était par rapport aux gens qui nous disaient: mais c'est terminé. Voilà, l'appel des indigènes. Et ça, c'était par rapport aux gens qui disaient mais non, c'est terminé, la colonisation, vous nous parlez de quoi? C'est une histoire finie. Il y en a assez. On voit que malheureusement, le colonialisme n'a jamais été autant d'actualité qu'en ce moment. Pas uniquement par rapport à l'Algérie, bien sûr, mais par rapport à la Kanaki, par rapport aux Caraïbes et par rapport à la Palestine. Et au Sahara occidental et par rapport à d'autres. Bon, il y en a encore d'autres, parce que n'oublions pas qu'il y en a d'autres dont on ne parle pas, mais Tahiti, etc. Tout ça, ce sont des colonies. Hein, la fiction des territoires d'outre-mer, c'est une fiction. Hein, si la France aujourd'hui, et c'est toi qui le disais, Omar, notamment le déploiement de la France dans le Pacifique, hein, dont on parlait, ça se fait avec comme point d'appui Tahiti, la prétendue Polynésie française, évidemment. Donc on voit bien que la France aujourd'hui essaye de récupérer avec ces colonies dispersées partout. Voilà, on est en plein dans la colonisation, dans la même, certains disent, une recolonisation du monde. Si à un moment l'empire colonial français a pu être ébranlé, voilà, on voit qu'ils n'ont rien perdu de leur volonté coloniale et de leur domination et de leur arrogance coloniale surtout. La façon dont ils se comportent avec les Palestiniens fait directement écho. C'est pas parce qu'il y a les Américains, c'est parce que la France est une puissance impérialiste. C'est pour ça qu'elle soutient Israël. C'est pas parce que les Américains l'obligent, et c'est pas parce qu'il y aurait un lobby sioniste. Non, pas du tout. Il est de l'intérêt de l'impérialisme français que l'entité sioniste écrase les Palestiniens. Et c'est pour ça que nous sommes opposés à cela. C'est pas donc c'est vraiment une guerre occidentale qui est menée principalement par les Américains et Israël, mais une guerre dans laquelle tous ces États occidentaux trempent, même si certains essayent malgré tout de se démarquer, et c'est une bonne chose. Ils ne veulent pas aller aussi loin. Quelques pays d'Europe qui aujourd'hui, émettent une note différente. Mais voilà, c'est l'impérialisme dans toute sa splendeur, si je puis dire. Juste pour dire un mot sur le 1er novembre, et le bouquin de Ruscio. Alors Alain Ruscio, qu'on avait reçu, qui était venu à PDH, à 2 reprises même, je crois, en tout. Il faut l'inviter pour son bouquin. Oui, et ce serait bien de l'inviter pour son bouquin. Alors, en écoutant Omar, c'est exactement ce que je pensais. Je me disais, bien sûr. C'est un bouquin génial. Moi, je l'ai lu. Ça se lit très simple. C'est 700 pages. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur. La vérité. 700 pages. Eh bien, je l'ai lu avec facilité. C'est agréable. C'est pas agréable. C'est une lecture agréable. Ce qu'il raconte, c'est pas agréable. On avait compris. Alors, juste pour terminer par rapport au 1er novembre, quand même, parce que les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, le 1er novembre 54, eh bien, un groupe d'Algériens qui était vraiment un tout petit groupe. Bon, on a les 6, la fameuse photo que l'on voit habituellement. En fait, ils étaient une vingtaine en tout. Sur les billets, sur les dinars algériens. Voilà, ils étaient les 6, mais ils étaient une vingtaine en fait en tout. Oui. Bon, il y en avait d'autres qui étaient pas sur la photo. Des femmes.
Comment? Il y avait des hommes et des femmes? Dans les dirigeants. Oui, mais dans. Il y avait des femmes Si, dans le... Les 22. Hein. Dans les 22. Dans les 22, non, mais mais- dans les exécutants dans les Aurès, il y avait... Ah oui, bien sûr, oui. Parce que moi, non, mais ça, c'est un truc tu Alors- vois, qui m'a toujours marqué dans la résistance, enfin, dans le mouvement de résistance algérienne, c'est justement la présence féminine. Ah bah, tu vois. et qui n'était pas qu'infirmière, hein. Donc, qui n'était Voilà. pas du tout qu'infirmière, hein, qui était aussi des combattantes. C'était d'ailleurs. d'ailleurs. Alors, juste pour dire, alors, C'est normal, dans Oui, les, non, c'est dans les historique. nouveaux bombardiers, on vous donne le coup fin. Voilà, c'est tout. alors juste pour les gens qui ne sauraient pas, le 1er novembre 54, eh bien, un groupe de militants algériens qui sont issus du MTLD, qui était le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui était dirigé par Messali Haj, décide de passer à l'action, mais en dépit de la direction du MTLD. Et il passe à l'action, donc, et à l'insu même de la volonté, à l'insu du plein gré de la direction du MTLD, Messali Haj, qui était un dirigeant extraordinaire, mais qui à ce moment-là est quand même fatigué, usé, hein, et qui ne croit plus. Et puis, Qui les avait traités à l'époque de gauchistes. un peu avec un fort, Sans ces mots. tu sais, un fort ego, tu sais, le complexe. Exactement. Le Zaïm. Le Zaïm, exactement, c'est ça, c'est le Zaïm. Tous les témoins Et- convergent pour dire qu'il avait cette maladie de l'auto-glorification. Voilà. Et du coup, le MTD se retrouve divisé entre les centralistes du comité central et puis la direction qui reprochait au Zaïm, donc à Messali, son autoritarisme, etc., son déni de la démocratie. Donc il y avait une crise totale qui faisait que ce principal mouvement indépendantiste algérien était complètement dans la paralysie. Il n'arrivait plus à agir. Et c'est là-dessus qu'un groupe de jeunes de cette organisation dit bon bah vous les vieux en gros, les vieux en gros, vous nous embêtez, vous êtes complètement coincés, vous êtes divisés, on est dans la paralysie et nous on va passer à l'action. Donc ce que je veux dire c'est que moi je parle toujours des 20 fous du 1er novembre parce qu'il fallait vraiment être fou pour y croire. Je le dis bien, il fallait vraiment être fou pour s'opposer à l'armée française. Il faut savoir ce que c'est que l'armée française. En 54, c'est un des grands vainqueurs malgré tout, mais elle s'est reconstituée. Hein, c'est quand même une puissance appuyée par l'OTAN. C'est un des éléments de l'OTAN. D'ailleurs, l'armement français, dans la guerre d'Algérie, on l'oublie de dire, mais c'est l'armement américain parce que c'est pas du tout l'uniforme français. Hein. Tout ce qui est les hélicoptères bananes, etc., les chars, les uniformes, les treillis, etc., c'est américain. Les gens comprennent pas, on dit c'est pas ça le casque français, on dirait un casque américain. Parce que c'est des casques l'OTAN, c'est les Américains qui fournissent l'OTAN. C'est pour ça qu'il y a ce paradoxe. On a une armée française en Algérie, mais qui est habillée à l'américaine. Alors donc, voilà les bombardements, les armes. Alors juste pour dire que ce qui est d'extraordinaire, moi, ce que je trouve fabuleux dans le 1er novembre, c'est cette folie de ce groupe de militants qui se disent on va se lancer, on va faire des actions, mais sans aucune. Mais c'est absolument incroyable. Il fallait vraiment être dingue pour se lancer là-dedans. Faut voir ce que c'est qu'en 54, la puissance française, et puis l'état des forces algériennes, qui est extrêmement faible, qui est divisé, etc. Et c'est pour sortir de cette division, ils disent, faut qu'on fasse quelque chose. On est dans le marasme. Et ils avaient que quelques fusils de chasse. Ils avaient quelques fusils de chasse, vraiment. Un ou deux fusils italiens de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, tous les témoins de l'époque, moi j'ai eu le privilège de rencontrer beaucoup d'acteurs de cette époque-là, qui disaient, bon, on a suivi le mouvement, mais en étant sûr qu'on allait nulle part. Parce qu'en fait, ils allaient au casse-pipe, mais... parce que c'était en quelque sorte... Le dernier quart d'heure de l'histoire. Voilà, le dernier quart d'heure de l'histoire. Le dernier moment de... Voilà. Après, c'était terminé. Et ils étaient convaincus qu'ils ne verraient jamais l'indépendance. Ouais. Et ça fait référence aux dirigeants palestiniens libanais assassinés. C'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on avait dit l'autre jour. C'est que les dirigeants qui commencent une révolution sont peu certains de la terminer et voient et donc ceux qui pensent qu'on peut casser un mouvement de résistance, c'est ça. Je vous voyais pas du tout arriver ça. En tuant ses chefs. Ouais, bah oui. Commettent une erreur stratégique fondamentale parce que ce qu'on a vu au cours de la révolution algérienne, c'est qu'à chaque fois que les chefs étaient tués, ceux qui les remplaçaient étaient encore plus radicaux. Oui. Ils étaient encore plus extrémistes. Bah oui. et plus déterminés. Toute ressemblance avec des faits récents serait purement fortuite. Voilà. Abdelwahab. Oui, moi je voulais juste dire, quand j'ai su, enfin quand on a établi l'ordre du jour et qu'on a dit qu'on parlerait du 1er novembre, donc je me suis plongé un peu dans... voilà, tout à fait. Non, j'ai plutôt voulu essayer de comprendre ce qui s'était passé, parce que légitimement, pourquoi le 1er novembre, pourquoi pas le 30 octobre, ou pourquoi pas le 2 Donc...
je vais revenir sur ce que tu disais à propos du livre, hyper intéressant très probablement, et que je lirai avec plaisir, Pour le titre, qui était La première guerre d'Algérie. La première guerre d'Algérie. Une j'ai- histoire de conquête Voilà. et de résistance. Alors j'ai vu, j'ai vu que beaucoup d'historiens parlent de première guerre d'Algérie, mais en situant en termes de, dans le temps, on le situe entre 1830 et 1870, c'est-à-dire la fin des révoltes d'Al-Moukarani, avec la déportation des Kabyles en Nouvelle-Calédonie. Tout ça. Alors après, comme deuxième guerre d'Algérie, 8 mai 45. 8 mai 45, avec ce que l'on sait, comme nombre de victimes, ce qui s'est passé dans Sétif, qui est ma ville, et tout ce qui est passé à Kerata. Alors, ce que j'ai trouvé, je vais mettre beaucoup de guillemets, d'amusant, c'est la déclaration d'un général français, Duval, qui a donc décidé de la répression de Sétif. Milliers de morts. En 1945. En 45. C'est monsieur Duval qui dit « Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien pour améliorer la situation de la population musulmane, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable. » Exactement 10 ans après. Voilà. Et 10 ans après... Et ce général, tu sais de qui il était le frère? Non, absolument pas. Mohamed Duval. De Monseigneur Duval, De Monseigneur Duval. Cardinal pro FLN d'Alger. Oui, Surnommé Mohamed Duval par Le Pen. par le père. Et lui avait dit que c'était un honneur qu'on lui ait donné le surnom de Mohamed Duval, alors que les fachos voulaient le ridiculiser. Oui, qui était un monseigneur extraordinaire. Je connaissais Monseigneur Duval, mais je ne savais pas que c'était son frère. Et le troisième point, qui revient avec beaucoup d'importance dans l'histoire du 1er novembre, c'est Dien Bien Phu, 7 mai, veille du 8 mai, 7 mai 54, pour la première fois, on a les textes que j'ai lus font référence, c'est pas mon expression, mais disent que pour la première fois, on a fait la démonstration que l'homme blanc, que le colonisateur pouvait être vaincu par les armes. Parce que la France donc, décide de rendre les armes le 7 mai, et la plaine de Dien Bien Phu était encerclée, ils n'en pouvaient plus, on a arrêté là, ils ont plié bagages et ils sont partis. On saura plus tard qu'ils arriveront en Algérie, avec Bijar et ses petits copains, mais ce qui a beaucoup influencé les jeunes révolutionnaires algériens, ça a été de dire le Vietnam, Dien Bien Phu est là, nous fait la démonstration que c'est possible, il faut qu'on y aille. Et c'est pour ça que, entre le 7 mai et le 1er novembre, on a pris la décision, avec les moyens du bord, de commencer une lutte armée et que de toute façon, enfin, je vais pas vous asséner tout ce que j'ai pu noter, mais en gros, l'idée, c'était de dire, Inch'Allah, l'idée, c'était de dire, il va falloir qu'on y aille, avec les armes, et il n'y a aucune raison pour qu'on ne réussisse pas. Voilà. Donc c'était ces 3 temps-là que je voulais souligner. Oui, c'est vrai. C'est très important. Les militants de l'époque te disent souvent ça, la référence à Dien Bien Phu. J'aimerais vous lire une déclaration à propos de Farhat Abbas, qui est un sétifien comme toi. Donc, oui, comme nous, mais moi j'ai appris que tu étais cité à son nom. oui. Ça sera le mot de la fin. Alors, donc, voilà. Le leader nationaliste algérien Farhat Abbas écrit « Dien Bien Phu ne fut pas seulement une victoire militaire, cette bataille reste un symbole. Écoute bien, elle est le Valmy des peuples colonisés. » Quand on sait l'importance de la bataille de Valmy pour la Révolution française. C'est l'affirmation de l'homme asiatique et africain face à l'homme de l'Europe. C'est la confirmation des droits de l'homme à l'échelle universelle. À Dien Bien Phu, la France a perdu la seule légitimation de sa présence, c'est-à-dire le droit du plus fort.
D'accord. Et on pourrait en dire beaucoup parce que j'ai... On pourrait interviewer Ruscio sur la relation, parce que peut-être là. c'est un spécialiste du Vietnam aussi. C'est pas seulement un spécialiste de la décolonisation d'Algérie, c'est un grand connaisseur, un spécialiste, il a écrit d'énormes ouvrages sur le Vietnam. Donc lui, il va pouvoir vous mettre en exergue cette T'as lu le bouquin? Bah, si vous m'invitez. Attends, t'as lu le bouquin? Ah ouais, bah oui, c'est vrai, ça, oui. Ça serait bien. Et en termes de référence, Omar, je ne sais pas aussi si tu l'as lu, peut-être Youssef aussi. J'ai lu il y a quelques décennies un magnifique livre, magnifique avec beaucoup de guillemets, édité et écrit, je crois, par François Maspero, décédé maintenant, qui s'intitule L'honneur perdu de Monsieur de Saint-Arnaud. Ah oui, l'honneur perdu. Et alors, si les jeunes qui nous écoutent veulent savoir ce qu'a été la nature de la colonisation et la conquête de l'Est algérien, c'est-à-dire de Djidjeli jusqu'à Constantine et retour à Sétif pour arriver aux portes de fer, lisez ce petit... Les bibans en arabe, les portes de fer, c'est des montagnes. C'est des montagnes qui ferment la communication entre l'Est et l'Algérois. Et donc, ce monsieur de Saint-Arnaud qui avait déjà sévi aux journées glorieuses de 1830, sous Charles X à Paris, qui a tiré sur la foule parisienne au canon, eh bien, ce monsieur donc a eu ses lettres de noblesse. Beaucoup de des enfumades en allant conquérir donc Constantine et puisque tu es de Sétif, tu sauras qu'à 28 km de Sétif, il y a une ville qui s'appelle Elma, qui du temps de la colonisation s'appelait Saint-Arnaud. Saint-Arnaud. Et donc, et Alma, il n'y avait pas eu des soulèvements aussi le 8 mai? Non, le 8 mai, il y a eu Sétif, Kerata et Guelma. Pardon. Mais Alma, c'est comment t'as dit? L'Alma, c'est ça. L'Alma, ouais, Messieurs, je vais mettre un terme à cette magnifique émission. Je vous remercie, Abdelwahab, merci. Youssef, merci. Omar, merci. Olivier, Christophe, Yazid, Mehdi, Alessandra. Attends. Merci beaucoup. Omar, Abdelwahab. Ouais. Les gens demandaient. Alors donc, nous étions avec Abdallah. Avec Abdelwahab, n'importe quoi. Youssef, Omar. Voilà. Et bien sûr, voilà, je voulais remercier aussi l'équipe technique qui a été, pour une fois, qui a été au point, je trouve. Merci pour leur patience. Je pense que c'est lié à l'absence d'Omar. Mais voilà, j'aime pas dire du mal des gens. Il a très peur des représailles maintenant. Et je remercie tout le monde et même Christophe. Il va fuir, voilà. Il a peur de toi. Donc voilà, et continuez à nous suivre, continuez à nous soutenir, bien sûr, en regardant les contenus, en likant, en mettant des commentaires, mais également, bien sûr, en faisant des dons, en achetant la revue. Il y a le numéro 3 qui sort bientôt. Voilà, et continuez à soutenir et tous jeudi, et jeudi, il y a un rassemblement... et jeudi, pardon. Non, mais il y a deux choses jeudi. Il y a le délibéré donc pour Nordine. Oui. Force à toi Nordine, à tous ceux, à toute sa famille. Tribunal de Bobigny. Tribunal de Bobigny à 13h. Et à 19h, il y a un rassemblement au Trocadéro pour protester contre le match France-Israël. Le match de la honte. Il y a ça, il y a également le gala qui est dans lequel doit se produire, j'allais dire, le ministre israélien. Donc vraiment, il faut se mobiliser plus que jamais pour soutenir les mouvements de résistance. Et merci aux camarades qui ont décidé d'occuper la Fédération française de foot aujourd'hui en signe de protestation de l'organisation de ce match. Ouais. Ils ont voulu occuper... Ah oui, d'accord, super. On a envoyé 4000 CR. Non, j'étais pas au courant de ça. Voilà. Messieurs, je vous remercie. À bientôt. Au revoir tout le monde. Free Palestine. Ouais.